Threads, le retour. TweetDeck payant dans 30 jours. Apple saisit la Cour suprême. 60 milliards de dollars par an. 1,3% du trafic Internet en France. Mardi 4 juillet 2023, c'est la fête nationale américaine. Happy 4th. Il y a Bitball. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 430. Bonjour à tous. À croire que Mark Zuckerberg a vu dans la confusion autour de Twitter et de ses nouveaux quotas depuis dimanche une fenêtre de tir opportune. Threads, le concurrent de Twitter lancé sous la marque Instagram, arrivera après-demain et l'app peut déjà être téléchargée, en tout cas sur l'App Store américain à l'heure où on se parle, et elle apparaîtra effectivement sur les iPhones à partir de jeudi si tout va bien. Tu penses que Zuckerberg profite du moment ? Oui. Je pense que Mark Zuckerberg se cherche. Depuis qu'il est sorti du métavers, il cherche des choses puisqu'il nous publie des apps en intelligence artificielle. Là, il essaye de faire un concurrent de Twitter, mais en passant par Instagram, puisqu'en fait, c'est la division Instagram qui lance ce logiciel. Alors, à mon avis, ça fait un moment qu'il travaille dessus. Donc, puisque... Je me demande si la querelle entre lui et Elon Musk et qui va déboucher peut-être sur ce combat de boxe épique dont on a entendu parler ne vient pas de ça. C'est-à-dire que je pense que ça fait un moment qu'il doit développer cette application. Je pense qu'il a dû en parler. Je pense qu'Elon Musk en a peut-être entendu parler et qu'ils se sont dit des mots. Parce que c'est sûr que c'est une attaque, si ça marche, directe. Et aujourd'hui, Twitter a des hauts et des bas. Elon Musk était confiant de pouvoir être profitable à la fin du premier exercice. Si on commence à lui mettre des gros concurrents dans les pattes, ça peut compliquer son expérience. Donc maintenant, on va voir. L'autre fois où justement Meta, à l'époque Facebook, avait lancé une application à travers Instagram et qui s'appelait Threads, parce que ça s'appelait déjà Threads, ça faisait autre chose, ils l'ont retiré un an après. Donc, ne présageons pas. Je pense que par curiosité, je ne sais pas si toi tu l'as téléchargé, moi j'ai pas encore eu le temps, mais je vais le faire. On va regarder comment ça marche. Mais... Pas dispo encore sur le store français à l'heure où on se parle. Ah oui, mais moi je télécharge sur le store américain, moi. Ah, mais oui. Oh, mais moi je suis un fou, moi. Et on verra à quoi ça sert, et on verra surtout combien d'utilisateurs il y a. Voilà, et ça démarre donc jeudi, si tout va bien. Et à l'époque, effectivement, le premier Threads était un concurrent en puissance de Snapchat et l'appli avait été retirée par Meta à la fin de l'année 2021. À propos de Twitter et de TweetDeck que nous évoquions hier, Ellie, c'est maintenant confirmé, à partir du mois prochain, TweetDeck, avec son nouveau design multicolonne, ne sera plus accessible gratuitement. Il faudra avoir souscrit à Twitter Blue, autrement dit, passer au compte payant. Ce lundi, Twitter a annoncé que la gratuité d'accès durerait 30 jours et pas un jour de plus. Oui, ça va dans le sens où Twitter essaye de faire que les gens s'abonnent à sa plateforme, puisque c'est devenu une société commerciale et le but depuis le début, et Elon Musk ne l'a jamais caché, c'est que les gens s'abonnent et qu'ils payent 8 dollars par mois pour pouvoir bénéficier de tous ces services et en même temps pouvoir permettre de développer l'application. Alors, c'est bien joué commercialement parce que ça va faire que des gens vont s'abonner. Et de notre côté, on voit que de plus en plus, un jour, on se demande si on ne sera pas obligé quand même, pour ceux qui veulent continuer à utiliser cette plateforme, de s'abonner parce qu'il y a quand même des restrictions sur l'information qu'on reçoit, sur la taille des tweets qu'on peut écrire. Un jour, on peut se retrouver coincé en disant, maintenant ça fait 1 an qu'on a lancé Twitter Blue, donc maintenant, si vous voulez rester sur la plateforme, il faudra payer. Et il faut à un moment donné, c'est un homme d'affaires qu'il rentabilise ou qui récupère une partie de sa mise. Il a plein de qualités, mais en tout cas, ce n'est pas un philanthrope. Donc, c'est ce qu'on peut dire.
Aux États-Unis, Apple saisit la Cour suprême pour essayer de protéger son monopole sur l'App Store. C'est la suite du procès qu'il oppose à Epic Games autour de Fortnite et Apple demande donc aux sages de reconsidérer le jugement en appel de la juge Yvonne Gonzalez-Rogers pour ne pas permettre la vente de contenu in-app via des plateformes tierces. Oui, c'est bien joué de la part d'Apple dans le sens où vraiment, et on connaît Apple, ils sont capables de faire ça. Ils vont jusqu'au bout, hein. Ils ont essayé les différentes étapes juridiques et à un moment donné, quand tout semble totalement fermé, il y a quelque chose qui s'appelle la Cour suprême où tout le monde peut essayer d'aller jusqu'à ce niveau-là. La Constitution américaine le permet, mais attention, parce que la Cour suprême peut ne pas se saisir de l'affaire. Quelle que soit l'importance de la personne qui demande, même quand c'est Tim Cook, on a vu des anciens présidents des États-Unis saisir la Cour suprême et la Cour suprême dire non, je ne veux pas me mêler de cette affaire. Donc ils peuvent considérer que c'est un problème commercial. La Cour suprême est là vraiment pour donner une interprétation du droit vraiment dans des domaines extrêmement vastes. Alors il est vrai que le fait d'autoriser ou pas des Apple Store tiers avec des implications de sécurité d'après Apple peut mériter qu'ils s'y penchent, mais ils ont tellement d'affaires à juger que moi, je vous donne que mon avis, je pense que la Cour suprême va refuser de se saisir de cette affaire. On peut avoir une surprise et on suivra et on vous dira. 320 milliards de dollars, ce serait le montant reversé aux développeurs par Apple depuis la création de l'App Store en 2008, estimation réalisée par safebettingsites.com. Encore plus impressionnant, 40% de ces 320 milliards, soit près de 130 milliards de dollars, ont été reversés ces 2 dernières années. En 8 ans, le montant annuel est passé de 14 à 60 milliards de dollars. Il faut dire qu'il y a 2 ans, Apple a enfin accepté de réduire sa commission de 30 à 15% pour les petits éditeurs dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 million de dollars par an. Ces chiffres sont quand même pharaoniques. N'oublions pas qu'il signifie aussi qu'Apple a donc encaissé pas loin de 150 milliards de dollars au titre de sa commission depuis 2008. Ce sont des chiffres, effectivement, qui donnent un peu le tournis et qui expliquent pourquoi l'action Apple atteint des sommets et pourquoi Apple est encore, mais maintenant encore de plus loin, la société la plus valorisée au monde. Hein. C'est au niveau de la bourse. Hein. Les services chez Apple prennent une part très importante. Et même quand une des divisions va un peu moins bien, même si c'est temporaire, il y a les autres divisions d'Apple qui sont là pour tenir la société. Donc là, c'est les services, et puis bientôt, ça sera l'iPhone à nouveau, et puis après, on verra. Mais Apple, aujourd'hui, est une société à ce niveau-là, c'est tellement stratosphérique qu'ils sont presque intouchables, quoi. 1,3% du trafic Internet en France, c'est la part d'Apple en 2022 selon l'ARCEP dans son baromètre annuel sur l'interconnexion. Sans surprise, Netflix arrive en tête avec 19,7%, devant Google 10,5%, et c'est Akamai qui arrive troisième avec 8,9%. Alors Akamai, moins connu, spécialiste de l'infrastructure de distribution de contenu, notamment de vidéos, c'est ce qu'on appelle un CDN, un Content Distribution Network. Apple est justement l'un de ses clients historiques, suivent Meta avec 8,2% et Amazon 7%, et donc ces 5-là représentent 54% du trafic Internet en France. Mais oui. Ça confirme des choses qu'on soupçonnait déjà sans avoir les chiffres, hein. Mais c'est vrai que tout ce qui est streaming aujourd'hui vient très très majoritairement des États-Unis. Il y a eu des tentatives en France, la plupart n'ont pas marché. Il y a des projets européens de faire des plateformes de streaming européennes, etc. Mais étant donné que la plupart des contenus viennent des États-Unis, maintenant, les Américains ont trouvé que c'était bien de faire des films et de passer dans des salles de cinéma, mais qu'il y a un public énorme. Je pense qu'ils ont découvert ça, ou en tout cas, ils ont confirmé ça au moment des différents confinements, qui préfèrent regarder ça chez eux. Et donc, ça a commencé par Netflix. Après, il y en a d'autres qui ont suivi.
Disney Plus étant un des plus gros, Apple TV Plus, etc., etc. Et donc, on a un peu de mal à lutter avec ou contre eux. Et à noter, la part de Canal+ est 2 fois plus importante en France qu'Apple. Absolument. Mais Canal+, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. C'est une énorme réussite. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que eux, quand ils voient arriver un concurrent, plutôt que de se battre contre eux, ils font un accord et ils l'absorbent. Donc, ils absorbent le contenu diffusé en France, bien sûr. Donc, ils ont fait un accord avec Disney+. On n'y croyait presque pas. Ils ont fait un accord avec Apple TV+. Et alors là, c'était la grande surprise de ces dernières semaines, ce qui prouve qu'un acteur français est capable de négocier avec les plus grands acteurs américains et diffuser à travers une même plateforme, ce qui simplifie beaucoup les manipulations parce que Canal+, ou MyCanal plutôt, les gens savent l'utiliser en France, ça fait des années que c'est sur tous les appareils Apple et Android, et le fait qu'ils incorporent du contenu font que certains se disent « Ah ben moi de toute façon je sais utiliser MyCanal, donc je clique là, ah ben tiens j'ai Paramount+, ah ben tiens là j'ai Disney+, Apple TV+, ah ben ça marche aussi ». Ben c'est super et c'est très intelligent de la part de Canal. La quotidienne iWeek Reviens demain.